Je recrute ou je sous-traite? C'est une question qui se pose surtout dans des périodes où l'entreprise a besoin d'une très grande flexibilité et la tentation est grande de recourir à des prestataires de services, des auto-entrepreneurs plutôt que de recruter des salariés de façon pérenne. Mais ce n'est pas toujours si simple à organiser et je vais poser quelques questions à Marie-Laure Méolance, avocate spécialisée dans le droit du travail, animatrice du podcast Droit Devant. Marie-Laure Méolance, merci d'être ici. Donc la question, c'est dans quel cas est-ce que je peux sous-traiter, c'est de la sous-traitance, ou est-ce qu'il vaut mieux donc recruter? Alors la sous-traitance, c'est tout simplement un contrat qui existe entre deux entreprises. Une qui est identifiée comme le donneur d'ordre et qui va demander à une autre, donc à un sous-traitant, un prestataire de service. Qui peut être une personne. Qui peut être une personne et qui englobe, quand on parle de prestataire de service, on englobe ce qu'on appelle dans le langage courant les auto-entrepreneurs. Donc il y a tous les auto-entrepreneurs qui sont concernés par ce sujet-là. Et donc, moyennant une somme convenue ensemble, eh bien, le prestataire va effectuer une tâche pour le donneur d'ordre. Dans quel cas, on peut imaginer par exemple une entreprise qui n'a pas tellement de visibilité sur son développement commercial. Ça pourrait être envisagé dans cette configuration-là, d'avoir recours à un sous-traitant. On peut également envisager d'avoir recours à un prestataire lorsque on a une tâche à confier qui ne fait pas partie de notre cœur de métier. Donc sur des missions ponctuelles, recourir à un auto-entrepreneur peut s'avérer intéressant. De votre connaissance du sujet, tous les secteurs et tous les métiers pratiquement peuvent être concernés. Oui, alors c'est vrai que c'est vraiment un grand écart entre tous les métiers s'y prêtent en réalité. On a l'informatique, le web design, la conception graphique, on a même des coachs sportifs, ce qui a beaucoup attiré qui est passé sous les feux de la rampe, là, les chauffeurs Uber, les livreurs Deliveroo. Donc on a tout une diversité de métiers qui sont concernés par le sujet. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients ou les risques de la sous-traitance ou du recours à ces prestataires ? Les principaux avantages, c'est effectivement, on n'a pas de formalité à accomplir lors de l'embauche. Donc, on n'a pas classiquement un contrat de travail à établir. Les sommes qu'on va verser aux prestataires seront totalement exonérées de charges sociales, de cotisations, de CSG, CRDS. C'est assez simple et souple à mettre en place. Parce qu'on peut mettre fin assez rapidement à la collaboration. Exactement. Pas de formalité administrative à accomplir, comme une procédure de licenciement, par exemple. Voilà, on n'a qu'à verser la somme convenue avec le prestataire à échéance mensuelle, hebdomadaire, ainsi qu'on l'a définie. Donc, beaucoup de souplesse dans la mise en œuvre. En revanche, il existe des risques aussi lorsque l'on a recours à ce dispositif de manière structurelle et non ponctuelle. Voilà, parce que le risque est grand de mensualiser, par exemple, une prestation de façon régulière. Alors, qu'est-ce qui se passe si j'ai cette tentation ? Alors, lorsqu'on a cette tentation de faire appel de manière trop régulière à ses prestataires, eh bien, le prestataire peut considérer qu'en réalité, il est lié à la société par un contrat de travail à durée indéterminée. C'est ce qui s'est passé notamment dans l'arrêt Uber, qui a monopolisé l'actualité en mars 2020 et où les chauffeurs ont obtenu la requalification de leur statut d'auto-entrepreneur en contrat de travail à durée indéterminée, donnant lieu ainsi à des rappels de salaire, mais aussi étant placé dans la situation d'un salarié. C'est-à-dire qu'en termes de couverture sociale, en termes de maladie, de prévoyance, on doit à ce moment-là non seulement rémunérer des rappels de salaire, mais aussi donner droit à tout un certain nombre de garanties sociales. Et alors, qu'est-ce qui fait la différence au dehors de la récurrence éventuellement? C'est le lien de dépendance qu'on va Alors, c'est exactement identifier? ça. C'est ce qu'on appelle le lien de subordination. L'employeur se comporte comme un employeur avec les gens qui sont liés à lui par un contrat de travail. C'est-à-dire qu'il a la possibilité d'exercer un pouvoir de sanction, un pouvoir disciplinaire, de donner des ordres, des directives, des consignes. Ce n'est pas du tout le cas avec un prestataire de service. Le prestataire de service, par définition, est libre d'exercer ses fonctions dans les conditions qu'il souhaite. Donc, on n'a pas la possibilité de tenir des injonctions à son égard, de lui dicter ses consignes, d'imposer typiquement qu'il vienne travailler au bureau tous les jours. Il doit être complètement libre dans l'exécution de sa mission. Ce qui est un problème aussi pour certaines entreprises, parce que l'auto-entrepreneur, par exemple, doit également travailler pour plusieurs sociétés. Donc souvent, les entreprises, au bout d'un moment, font le constat que les auto-entrepreneurs à qui elles souhaitent faire appel ne sont pas complètement disponibles et libres. Il y a un problème de disponibilité aussi. Donc, alors, quels seraient justement les bons réflexes à avoir si je veux éviter la requalification tout en bénéficiant de façon optimale de ces prestataires de services ?
L'idée, c'est quand même de garder en tête qu'on est sur du besoin ponctuel et donc de ne pas entériner des relations sur le long terme. Ça peut être la première piste à creuser. Quand on fait appel à un prestataire, on doit avoir une variation dans l'activité. Donc avoir de la facturation qui varie d'un mois à l'autre, d'une semaine à l'autre, parce qu'on n'est pas censé fournir la même charge de travail systématiquement aux prestataires à qui on a recours. Et puis surtout de ne pas les intégrer dans une organisation pérenne, c'est-à-dire de ne pas les intégrer au site internet de la société, ni dans l'organigramme, de ne pas leur donner de carte de visite, parce que ce sont véritablement des électrons libres, des consultants. Et on ne peut pas, sans encourir un risque prud'homal évident, se comporter comme on se comporterait avec un salarié classique. Bien, merci de cet éclairage qui nous montre que la flexibilité peut avoir un coût et un prix éventuellement. Merci en tout cas. Merci Isabelle.